parce que vous l'avez déjà entendu maintes fois à l'approche d'une échéance électorale, on en sort avec les régionales, il faut faire son devoir citoyen en se rendant aux urnes, parce que des gens sont morts pour que l'on puisse voter. Est-ce que c'est vrai? Et question subsidiaire, si c'est vrai que des gens sont morts pour que l'on puisse voter, est-ce une raison suffisante pour, justement, aller se rendre aux urnes? Je vous propose la lecture d'un article trouvé sur un blog que j'ai trouvé intéressant. En l'occurrence, le blog c'est Veni Vidi Sensi. Donc je ne sais pas si l'auteur a signé de son nom, je ne crois pas. Et donc que je vous partage comme d'habitude sur le chat, que je vous partagerai à la rediff. Des gens sont morts pour que tu votes. Est-ce si vrai? C'est la question qui est posée. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire le choix de la pêche à la ligne les dimanches où tout le monde se rend à l'isoloir, dépité par un monde politique qui ne semble plus vraiment adapté à la volonté populaire. Ayant la chance de coécrire l'épisode de Doxa sur la démocratie. Ah tiens, cool. J'avais même pas percuté. Chacun en a disant pu le Danny Caligula, hein. On le retrouve partout. Malheureusement plus actuel encore qu'à sa sortie, je ne vais pas cacher mes positions abstentionnistes en la matière. Mais s'abstenir aujourd'hui, c'est se heurter à plusieurs critiques, plus ou moins étayées, de ceux qui continuent à croire à l'utilité de leur bulletin. Je ne m'étendrai pas sur l'argument de ton abstention fait monter le FN, déjà maintes fois démonté, en premier lieu par les actes de la classe politique actuelle. Il est en revanche une répartie totalement stupide, contre laquelle mon expérience d'historien peut vous fournir des arguments. Le fameux « mais enfin, des gens sont morts pour ça, donc il faut voter ». Déconstruisons cette idée. Les morts sont tous des braves types. Le premier argument, particulièrement puissant, est également à haut potentiel trollesque. Supposons en effet que des gens soient bien morts pour le droit de vote et restons dans cette vague affirmation, dans le vague sur cette affirmation pour l'instant. Soit. Mais quelle cause n'a pas vu de gens mourir pour elle? C'est quelque chose que j'avais rétorqué d'une autre manière sur un live que Lisandre avait donné. C'est justement un discours que ce soit sur mes lives ou chez Lisandre, on entendait beaucoup. On disait Daimon, mais toi, appelle à voter la France Insoumise. Je fais, non, moi je ferais probablement ça, mais je me refuse d'appeler des gens à voter. Et déjà, même le fait de refuser d'appeler des gens à voter, j'étais un petit peu critiqué, gentiment, hein, c'était pas comme nos amis les éveillés, mais j'étais un peu critiqué pour ça. Donc quelle cause n'a pas vu de gens mourir pour elle, par égard pour les légionnaires romains morts à Teutobourg? Devons-nous réformer l'Empire? Puisque de jeunes Allemands nazis convaincus ont sacrifié leur vie pour défendre une Berlin assiégée, nous devrions un certain respect à leurs idées. Bon, réduction ad Hitlerum, mais oui, c'est quand même sur le coup... Effectivement, et ils étaient sûrement convaincus de faire le bien, hein, de défendre Berlin, leur famille, le Führer, tout ça. Pour eux, c'était le bien, quoi. Est-ce que pour autant, parce qu'ils sont morts, ça en devient une idéologie respectable? Je ne sais pas. Ce procédé peut vite tourner au ridicule dans le cadre d'une guerre, par définition. Des gens sont morts pour des causes diamétralement opposées. À laquelle doit-on le respect? Que dire d'ailleurs de ceux qui ont courageusement sacrifié leur vie contre l'idée même de démocratie? Car si des gens sont morts pour le vote, d'autres sont également morts contre. Qu'en dire alors? Mourir pour des idées, nombreux sont ceux qui l'ont fait. Il est peu certain que tous soient aussi respectables à nos yeux. Je ne suis pas de ceux qui loueront l'héroïsme de Dominique Vénère, qui s'est suicidé en plein Notre-Dame pour protester contre le mariage pour tous, la décrépitude des valeurs de la France ou autres idées du même acabit. Si véritablement toute cause pour laquelle on meurt, devrions-nous... je vais peut-être comprendre la phrase à la fin. Devrions-nous, alors, en toute logique, honorer la mémoire de ceux qui se sacrifient pour les sombres desseins de Daesh? Bon, du coup, on prend un autre exemple que le nazisme, mais qui est quand même convaincant. Cela me semblerait pour le moins peu souhaitable. En tant qu'historien, on est vite obligé d'accepter de mettre de côté ses propres convictions lorsqu'on analyse le passé. Beaucoup tombent dans cet écueil d'ailleurs. C'est un sujet récurrent. Tiens, voilà, justement, c'est ce qu'il reproche à Henri Guillemin. J'allais justement parler d'Henri Guillemin. Qui justement, parce qu'il y a une méthode historique comme il y a une méthode scientifique, on reproche à Guillemin notamment de ne pas assez utiliser les archives, se concentrer sur des témoignages de l'époque et pratiquer un certain cherry picking, donc une sélection des témoignages qui étayent un petit peu son idéologie. J'aime beaucoup Henri Guillemin, ceci dit, c'est un fantastique conteur et un conteur historique, mais en tant qu'historien pur, non seulement il n'a pas la formation et visiblement il n'a pas la méthodologie, ce qui n'empêche pas d'écouter du Henri Guillemin. Allez écouter du Henri Guillemin. Cela signifie donc également de comprendre que le mal a pu, par le passé, être fait par des gens qui croyaient en toute sincérité faire le bien, et donc sortir de ce manichéisme que je reproche tant à Henri Guillemin. Or, faire cela, c'est comprendre que bien des gens ont sacrifié en toute sincérité leur vie pour des idéaux que nous ne pouvons en aucun cas cautionner. Que des gens soient morts pour une cause n'est donc pas gage d'honorabilité. Sur un plan purement logique, l'argument selon lequel des gens sont morts pour que tu votes ne tient pas. Qu'en est-il sur le plan historique? Donc alors, pendant la Révolution, l'histoire du droit de vote est une chose longue et complexe. Essayons donc de la centrer sur le suffrage universel, masculin la plupart du temps, ce qui, en soi,
remet en question la notion même d'universel, mais passons, les choses vont être assez compliquées ainsi. Le suffrage universel, même limité aux hommes, n'était déjà pas en soi quelque chose de logique. Les révolutionnaires de 1789 étaient loin de le privilégier. Déjà, l'idée à l'époque que l'exercice de la politique, et par extension le vote, nécessitait une certaine éducation. Et quel meilleur moyen de vérifier que quelqu'un est assez instruit que d'étudier ses revenus. On considérait à l'époque que c'était et ce serait le cas pour plus de 50 ans, que la richesse était synonyme de responsabilité et donc de compétence. Fort heureusement, de nos jours, les choses ont bien changé. Les riches ne sont pas plus les seuls à voter. Ils sont par contre les seuls à être élus, mais n'entrons pas dans les détails inutiles. En août 1792, cependant, le peuple parisien, légèrement remonté contre le manifeste de Brunswick, craint une trahison de Louis XVI et le renverse. Vous connaissez la suite. En urgence, il est donc décidé de mettre en place un nouveau régime républicain cette fois. Une nouvelle assemblée doit être chargée d'en préparer la constitution, la convention. Et il est décidé de les lire au suffrage universel masculin début septembre. C'est une véritable révolution dans la mesure où, 9 mois plus tôt, venait d'entrer en vigueur une constitution mettant en place un régime de monarchie constitutionnelle où ne votaient que les plus riches. N'idéalisons cependant pas ces élections. Elles se déroulent en effet dans un climat de tension extrême, avec une population parisienne aux abois et des armées d'invasion en approche, et la participation y reste terriblement basse, 11% environ. C'est une constante de la période, quel que soit le type de suffrage. Rapidement dominé par les montagnards, pour simplifier à l'extrême en attendant d'en parler plus largement, les forces de gauche liées à la population parisienne, notamment représentées par Robespierre, Danton, Marat, la Convention se met à rédiger un texte constitutionnel, la Constitution de l'an 1. Ce texte promulgué à l'été 1793, est sans aucun doute possible la constitution la plus démocratique qu'ait connue la France, suffrage universel masculin, maillage assez fort d'assemblées locales ayant un impact sur la préparation des lois, exécutif faible, nombre de droits garantis et surtout droit et devoir d'insurrection contre le pouvoir si celui-ci outrepasse ses droits. Oui, alors que notre loi actuelle nous force à demander l'autorisation pour manifester notre mécontentement, les montagnards voulaient donner au peuple le devoir de se rebeller contre un gouvernement trop pressant. Notre constitution ne fut néanmoins jamais appliquée. La France était alors en guerre tant intérieure qu'extérieure, ce qui nécessitait des actions rapides, totalement contradictoires. Oui, il y avait la Vendée et puis il y avait le Saint-Empire romain germanique. Enfin, c'est vrai que c'était tout un bordel. Totalement contradictoire avec la mise en place d'un régime si ambitieux. Le texte fut donc repoussé en attente de la paix. La chute de Robespierre en juillet 1794 et de fait la fin des montagnards, c'est là le sort de cette constitution. Si des gens, justement, Guillemin par exemple a fait une longue vidéo plutôt de défense et de réhabilitation de Robespierre, alors qu'il ne fait, j'imagine, pas consensus non plus. Petite gorgelette. Si des gens ont pu mourir à cette époque pour le suffrage universel, ce serait donc Robespierre et ses alliés. Mais leur combat était bien plus vaste et impliquait de profondes modifications sociales bien éloignées du simple choix du meilleur candidat parmi une liste déterminée. Ça oui, c'est la prédétermination, c'est comme à la télé vous zappez mais vous ne choisissez pas vraiment les programmes. Et d'ailleurs de plus en plus les gens sur YouTube se contentent de zapper eux aussi parmi une liste prédéterminée pour eux via un algorithme sur le coup, mais voilà, on ne digresse pas davantage. Baron qui nous dit Henri Guillemin a eu un doctorat en histoire, en éco-aton il n'avait pas la formation. T'es sûr? Pour moi il était spécialiste en il était surtout diplômé de littérature. Après peut-être que il a aussi eu un diplôme en histoire. Bref, ça n'intéresse pas nos spectateurs du futur. Sur le coup, en tout cas, j'ai pas trouvé d'informations comme quoi il était diplômé d'histoire, même s'il en était évidemment passionné et passionnant. Là n'est pas le débat. Enfin bref, du coup, reprenons la lecture de notre article. Dans tous les cas, la chute de Robespierre marqua l'émergence d'une nouvelle force hétéroclite, les thermidoriens, plus modérés, et qui œuvrèrent à la mise en place du directoire, régime conçu par et pour la bourgeoisie, avec retour du suffrage censitaire et création de l'ancêtre de notre Sénat, le Conseil des Anciens. Et c'est pour ça, c'est une tradition qui soit plus vieux au Sénat, à l'origine, au Conseil constitutionnel aussi, à l'origine d'une aberration démocratique dont nous parlerons un jour. Après la Révolution, le suffrage pour tous, c'est bien pratique. L'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir en 1799 vit le retour du suffrage universel masculin. Le premier consul et futur empereur avait bien compris l'intérêt d'une voie populaire judicieusement guidée. Et après, il y a eu une série de plébiscites, et c'est Napoléon III aussi. Et il y eut recours, comme ensuite son neveu, voilà justement, au plébiscite pour affirmer sa politique autoritaire. Il expérimentait là quelque chose qui se vérifie de nos jours encore, associé à une bonne propagande ou du moins à de bons réseaux d'influence. Le suffrage universel est un moyen radical de donner une fausse légitimité au pouvoir. Du reste, les institutions démocratiques de l'Empire ayant un pouvoir plus que limité, les votes n'avaient, en temps normal, qu'un impact réduit. Sous la Restauration de 1814 à 1830, le suffrage redevint censitaire et limité à ceux qui pouvaient payer l'énorme somme pour l'époque de 300 francs.
Il est intéressant de voir qu'à l'époque, les plus fervents défenseurs d'un suffrage très élargi furent ceux qui étaient plus royalistes que le roi et lui reprochaient sa modération. Ils avaient bien compris en effet que les populations paysannes, représentant la majorité du pays, étaient facilement soumises aux notables et aux clergés locaux, et qu'il était donc très facile de profiter d'elles. C'est ainsi qu'au début du régime, les ultra-royalistes purent réellement troller, en proposant un abaissement du sang, du coup j'imagine que censitaire vient de là, à 50 francs, dépassant de loin les attentes de la gauche de l'époque. Cet usage fut par la suite constant lorsque le suffrage universel, toujours masculin, fut adopté pour la Deuxième République en 1848. Les élections virent une victoire massive des conservateurs, souvent à tendance royaliste, puisque pour la première fois, les campagnes pouvaient parler. Alors que les populations ouvrières de Paris étaient très politisées, les populations paysannes se sont majoritairement contentées de suivre l'avis de notables, comme ceux-ci s'y attendaient. Quelques années plus tard, peut-être que ça s'apprend aussi, la démocratie, qu'il faut peut-être plusieurs générations pour parfaire l'exercice démocratique. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi peu de participation. Les gens votent un petit peu comme les médias, les sondages leur disent. Il y a le principe du vote utile. Donc, quelque part, oui, il y a des gens qui appellent à voter, des consignes de vote. Donc, c'est vrai que ça existe toujours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment évolué? Ou est-ce qu'on a des institutions qui nous permettent de grandir politiquement? On dirait un Étienne Chouard. Quelques années plus tard, lorsqu'il transforma la République en empire, Napoléon III comprit également l'utilité du suffrage universel habilement dirigé. Ce fut le temps des grandes campagnes politiques visant à assurer la popularité d'un individu pour défendre sa politique, mais aussi du renforcement de méthodes plus ouvertement douteuses comme le principe de la candidature officielle. En 1870, le choix du suffrage universel pour la Troisième République s'imposa à nouveau, sauf pour l'élection du président de la République. La gauche craignait en effet que cela ne serve qu'à encourager l'émergence d'un nouveau dictateur ayant fait l'objet d'une promotion soignée. C'est avec connaissance de ce passé qu'il faut lire les doutes de la gauche qui protesta, dans les années 60, contre le rétablissement du suffrage universel à l'élection présidentielle par un De Gaulle qui rappelait par certains aspects Louis-Napoléon Bonaparte. J'imagine que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Dès la Troisième République, néanmoins, la plus grande partie de la classe politique, royaliste inclus, avait saisi l'utilité du suffrage universel. Non seulement la population est manipulable, c'était encore plus vrai à l'époque où le vote n'était pas secret, mais en plus en élisant, oui c'est vrai parce que du coup ouais, le fait que le scrutin soit secret, ça influe forcément, oui. Ou comme les votes à main levée, ou déjà le simple fait que tu mettes un bouton et que ce soit pas de visu, déjà ça change, alors que le vote par exemple à l'Assemblée avec des boutons, on sait qui a voté pourquoi. Mais bon, bref. Mais en plus, en élisant ses représentants, elle devient responsable de leur politique et a donc beaucoup moins de raisons de se rebeller. Ceux qui ont voté en Hollande en 2012 en savent quelque chose. La route vers le suffrage universel a-t-elle tué? Le suffrage universel masculin a donc été adopté pour la première fois en 1848. Cette révolution, peu connue, mérite qu'on s'y attarde, donc peut-être pour un autre épisode de ce blog, Veni Vidi Vicenzi. Elle fut en effet très rapide et le sang ne fut que peu versé. Le fait que la garde nationale soit restée neutre durant les événements a certainement joué, et le nombre mort de la révolution de 1848 est bien inférieur à celui des gens qui furent tués sur les barricades quelques mois plus tard, lorsque le gouvernement conservateur revint sur sa politique sociale. Cette fois-ci, donc, les gens ne moururent pas tant pour le suffrage universel qu'à cause de ceux qu'ils avaient élus grâce à lui. Paradoxe. De même, lorsque le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fit son coup d'État, bien peu nombreux furent ceux qui, dans les classes populaires, se dressèrent pour soutenir une république qui les avait totalement déçus. Le passage à l'empire autoritaire se fit donc dans une douceur, certes relative, mais assez nette pour être soulignée. Oui, ça c'est pareil, Victor Hugo serait pas forcément très d'accord avec ça. Ceux qui critiquent les abstentionnistes devraient d'ailleurs se souvenir de cette leçon, mais ce n'est pas l'irresponsabilité de ceux qui détournèrent le regard qui en est la faute, je ne sais pas, mais de ceux qui les avaient déçus. Il serait néanmoins malhonnête de dire que personne, je vais y arriver, n'est mort pour le suffrage universel. Jusqu'à 1848, plusieurs émeutes, parfois violentes, tentèrent d'établir une république abolissant le suffrage censitaire. Et tout échouèrent dans le sang. L'une d'elles est d'ailleurs mise en scène de façon spectaculaire dans Les Misérables, justement de Victor Hugo, le soulèvement de 1832. Mais cela ne doit pas cacher que le suffrage universel fut finalement l'œuvre des élites qui, très vite, l'adaptèrent à leurs besoins. Et après, c'est quelles sont les modalités du scrutin, comment on choisit. En fait, il y aurait plein de choses, on pourrait faire autre chose que voter pour une seule personne ou un référendum juste par oui ou par non. Il y aurait plein d'autres modalités à examiner pour voter pour plus de choses en même temps, avoir des positions plus nuancées, un système de points, je mets de tant de points pour telle idée, tant de points pour telle idée. Enfin, il y a vraiment, justement sur YouTube, il y a des vidéos qui en parlent, j'essaierai de vous retrouver ça pour la rediff. Il y eut néanmoins des luttes pour en tirer le meilleur, la conquête de l'isoloir en fait partie. Il faut
ainsi souligner le courage des ouvriers qui bravèrent sous la Troisième République le regard de leurs collègues pour voter contre le candidat officiel, au risque de se faire démolir ensuite par des hommes à la solde du patron. Ce n'est en effet qu'en 1913 que le bulletin secret fut enfin acquis. De même, la lutte pour le suffrage des femmes doit être retenue, on y retrouvera d'ailleurs une longue obstruction de ce cher Sénat, néanmoins, ces luttes concernaient plus l'égalité des droits que le suffrage lui-même, et pour le coup, ce combat pour l'égalité est loin de s'être arrêté avec la loi de 44, n'en déplaise à ceux qui croient qu'avec le droit de vote, la parité totale fut atteinte. Il n'en reste pas moins que, du fait de cette longue lutte, les femmes abstentionnistes d'aujourd'hui peuvent se voir reprocher de faire honte à la mémoire des suffragettes, en plus de la mémoire de ceux qui sont morts pour le vote, évidemment. Repensez le vote aujourd'hui, pour conclure cet article. Les schémas décrits plus haut sont encore plus vrais aujourd'hui, j'imagine qu'il manque un mot. Le suffrage universel est une arme merveilleuse pour un pouvoir politique et économique qui peut facilement guider la ligne directrice des médias. La grand-messe du 20h a remplacé celle du dimanche, mais les moyens, c'est vrai que c'est marrant qu'on parle de grand-messe, oui, mais les moyens d'influence sont toujours aussi forts. Ils sont même renforcés par le jeu des sondages dont il est aisé de comprendre l'utilité politique. Ceci dit, la grand-messe du 20h baisse peut-être un petit peu plus avec les gens qui s'informent sur les réseaux pour le meilleur et pour le pire. Je vous renvoie au sujet de la playlist debunk, Covid, etc. Ils sont même renforcés par le jeu des sondages dont il est aisé de comprendre l'utilité politique. Oui, ça pourrait... Certains parlent de prophétie autoréalisatrice. Les expériences en psychologie permettent en effet de voir à quel point, donc à chaque fois il remet des liens par rapport à ça si vous souhaitez creuser ces différentes questions, permettant en effet de voir à quel point ce genre de classement peut jouer un rôle. De même, des études récentes nous prouvent qu'un simple changement de référencement des articles par Google peut changer jusqu'à 20% des intentions de vote. Vous imaginez le pouvoir. Don't be evil, c'est leur devise officieuse chez Google. Et ils peuvent tellement être evil s'ils le veulent. Et peut-être qu'ils le veulent, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont partagés sur la question. Tout cela ne peut donc que nous appeler à une méfiance renforcée dans la mesure où nous ne choisissons jamais ceux pour qui nous avons la possibilité de voter. C'est pareil pour alors c'est beaucoup plus anecdotique, mais pour les Français préférés, enfin les personnalités préférées des Français. En fait, on te donne une liste d'une cinquantaine et tu choisis tes 20 préférés ou tu choisis ton préféré, quoi. Mais du coup, en fait, si t'as une liste de 50 personnes, est-ce que c'est vraiment les préférés des Français? Je crois que c'était Yannick Noah qui était premier depuis je sais pas combien de temps. Alors j'imagine que quand il a gagné Roland Garros, effectivement, c'était le cas. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Tout cela, donc une méfiance renforcée, ceux qui se sont battus donc pour le droit de vote n'espéraient certainement pas un système aussi facilement détourné. Ils auraient certainement été les premiers à le critiquer, vouloir le pousser plus loin. Or, qu'est-ce que l'abstention sinon contester un système de vote qui ne remplit pas ses objectifs? En appeler à la mémoire des morts est illusoire dans un cas comme dans l'autre, car ils sont morts et nul ne saura jamais quel comportement ils auraient attendu, nous, politique fiction effectivement, s'ils en avaient attendu un. Que ce soit pour s'abstenir ou pour voter, les arguments de fond existent et mériteraient à être utilisés. Celui purement émotionnel du respect dû aux morts me semble en revanche totalement fallacieux. Chers votants, s'il vous plaît, si c'est là votre seul argument, abstenez-vous de l'utiliser du moins. Et c'est donc la conclusion de cet article que je vous repartage d'un historien donc, qui a participé à un épisode de Doxa dont on ne connaît pas le nom. Alors, je cherche pas spécialement d'arguments d'autorité, je trouve juste le texte intéressant, donc lisez-le indépendamment de son auteur, ou faites vos propres recherches par rapport à son auteur, qui sommes-nous, il doit un petit peu l'expliquer, hein. Estonie, propagandiste gauchiste, et Loma, d'accord, bah voilà, ils sont deux, et du coup Estonie, que je connais un petit peu, oui c'est vrai qu'il a fait part à plusieurs reprises de ses réserves sur Henri Guillemin, et il n'est clairement pas le seul. Mais suivez la chaîne d'Estonie, elle est plutôt cool. Et Loma, je connais moins. La fidèle et courageuse monteuse des vidéos. D'accord, bah en fait c'est leur featuring. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments, finalement plutôt en défaveur du suffrage universel tel qu'on le connaît, messieurs? Je pense que ça devait être un bel anarchiste et ça fait plaisir. J'aime bien cette façon de penser, de déconstruire le truc. C'est que veux-tu répondre à ça à un moment? On peut dire non, je trouvais l'article super intéressant, très sympathique. Eh bien, content. On remplace vote et ouais. On remplace vote et démocratie par vaccin et Covid et on s'amuse beaucoup aussi. Pourquoi pas? On pourrait essayer de mixer les sujets de ce soir comme ça. Il y a deux courants opposés en France, nous dit Baron Perché, sur la Révolution française qui ne font aucun consensus. La tradition Michelet, pro, et l'école François Furet, contre. Michelet s'est beaucoup remis en question par pas mal de monde aussi, hein, ceci dit. Moi, c'est ce que j'avais toujours entendu, plutôt les gens conchier un peu Michelet, quoi, en disant oui, ça a fait référence pendant un moment, mais c'est un peu dépassé.
C'est leur métier d'être mis en cause, de toute façon. C'est la méthode scientifique universitaire, non? La méthode historique, Ah, ouais, effectivement. oui, c'est la même méthode, qui vient des philosophies. Sympathique le texte, plein de bon sens. Et bien content que ça t'ait plu, SDF Proprio, et content que ça vous ait plu, peut-être. Dites-moi dans les commentaires, spectateurs du futur, merci d'avoir suivi cette chronique. Abonnez-vous, likez, commentez, et faites des dons pour soutenir cette chaîne qui en a grand besoin. Ciao ciao, c'était Daimon.